She's very special. Vraiment très puissante. She's very top level. Stratégique. Je m'appelle Lina Grosset, j'ai 32 ans. Je suis ceinture noire de jiu-jitsu brésilien depuis juin 2025. Puis interne en médecine encore, fin d'internat, bientôt dans 2 mois neurologue. Déjà thésée en médecine depuis plusieurs années et puis aussi thésée en sciences. Les 2 thèses portent sur les maladies des petites artères cérébrales, donc des causes d'AVC. Voilà, et toi d'abord, vas-y, sans peur, t'as pas peur. Je faisais de l'équitation avant pendant longtemps, je suis arrivée à Paris, j'ai voulu en faire, j'ai pas du tout aimé, j'ai arrêté. J'ai fait mes études de médecine et quand je suis passée interne, je me suis dit il faut que je me retrouve un sport, mais sans les chevaux, pas d'exploitation animale. Mon ex de l'époque avait fait beaucoup de judo et voulait se remettre au judo, donc je me suis dit on va faire du judo ensemble. Et en fait j'ai pas trop aimé, j'en ai fait quand même 1 ou 2 ans, mais j'ai vraiment pas trop kiffé. Ce que j'aimais bien c'était le sol du judo et puis après j'ai essayé le sambo, la boxe, puisque j'ai essayé d'autres le jiu-jitsu traditionnel. Enfin j'ai essayé différents sports de combat et tous il y en a quelques autres choses que j'aimais bien, mais ça m'a pas non plus transcendé. Au Cercle de la Forme, toujours, il y avait les cours de jiu-jitsu brésilien et en fait, par hasard, je me suis retrouvée à essayer et j'ai vraiment adoré. Ça remontait un coup de foudre du sport. Je me suis inscrite, il y a quelqu'un qui m'a présenté une des salles, que je connaissais du coup des salles de la Forme, qui était amie avec José Barbosa, qui avait la salle à la Marborie. Donc il m'a dit, viens, il y a cette salle-là, va faire du jiu-jitsu brésilien. Donc j'y étais et je me suis inscrite et depuis, j'ai commencé direct à faire tous les jours, puis après plusieurs fois par jour, puis voilà, très rapidement, je suis arrivée à 3 fois par jour. C'était en Bulgarie, c'était AJP, l'AJP Tour qui avait fait un truc à Burgas, si je dis pas de bêtises. Donc on y avait été avec quelques gens de la Marborie et on avait pris l'avion, on avait dû traverser toute la Bulgarie en bus. On avait fait plus de 6 heures, c'était horrible. On est arrivé là-bas, donc il y avait une fille, ceinture blanche, dans la caté où j'étais. Donc on a toutes les 2 combattu. J'ai fait garde fermée, triangle, qui est pas du tout mon jeu actuellement, mais première victoire, soumission, assez rapide. Et j'étais ultra stressée, ultra stressée. Et j'étais insupportable, je pense, parce que j'étais trop stressée justement. Je pense que c'est vraiment addictif en fait. C'est un peu euphorisant. J'aurais du mal à expliquer parce qu'en effet, quand on se prépare à faire la compète, il y a la diète. La diète, c'est ennuyant, c'est chiant, c'est très contraignant pour le corps. Et à chaque fois, on se dit, mais pourquoi je fais ça? La prochaine compète, je ferai pas ce poids-là, je ferai le poids au-dessus, ou je referai plus de compète. Et en fait, on le refait systématiquement. Et puis même la compète en elle-même, c'est du stress. Mais je sais pas, il y a un côté euphorisant aussi bien quand on gagne que quand on perd. Moi, dès que je finis une compétition, systématiquement et immédiatement envie d'en refaire une dans la suite. Que je gagne ou que je perde, j'ai tout de suite envie d'en refaire une. I have never met anyone who is so focused and driven and goal-oriented. She never stops. Her training and work schedule is something that I don't understand. It's like she has more hours than everyone else in their calendar. And last year or 2 years ago, she did training, work and her PhD. So this is 3 things. Usually people can concentrate only one thing, but she can do 3. Usually you would expect that then you are not doing good in one area, but she's kind of nailing at every front. Donc ma journée type, je me réveille vers 5h45. Je me prépare très rapidement, je me brosse les dents, je m'habille et je prends mon sac qui est déjà prêt. Et je vais au premier entraînement de la journée qui est de 6h30 à 8h30. Où là on fait beaucoup de travail, beaucoup de spécifiques et des drills. Entraînement compétition, donc assez intense en général avec pas mal de combats. Après, direction la douche, je me prépare, je me maquille et je vais au travail où je bosse en général de 9h à 18-19h selon les journées non-stop. 19h, je finis le boulot, donc directement en général je vais à l'entraînement du soir. Donc en général c'est 19h30, 21h30, ça dépend un peu des jours mais globalement c'est ça. La plupart du temps Guy, parfois no Guy. De temps en temps je finis un petit peu plus tôt le travail, du coup ça me permet d'aller à la muscu 1 heure avant d'aller au cours du soir, mais c'est pas systématique, j'essaie de le faire au moins 1 fois la semaine. Et après donc je finis l'entraînement du soir 21h30, je rentre à la maison, je lance toutes les lessives, je prépare les repas pour le matin, le midi et le soir du jour du lendemain, je prépare mon sac, mes affaires et puis je vais me coucher en général vers 23h30 minuit. Et le lendemain matin, 5h45, c'est reparti. Elle dort pas. Enfin, elle dort très peu. En fait, je pense que juste, elle consacre chaque seconde libre de son temps au jiu-jitsu. Et tout le reste, c'est son travail. Ou bon, à l'époque, c'était sa thèse aussi. En fait, je pense sur les 24 heures de sa journée, il y a 5 heures où elle dort.
et tout le reste, elle travaille et fait du jiu-jitsu. Bon, le travail de médecin, c'est sûr que c'est prenant, mais en fait, il y a plein de boulots qui sont prenants. Ce qui me permet surtout de concilier les deux, c'est le fait d'avoir les entraînements tôt le matin. Parce que c'est vraiment l'entraînement que je suis sûre qui va pas sauter avec mes horaires ou avec les imprévus du boulot. Parce qu'en effet, une journée type à l'hôpital, c'est plein d'imprévus. Oui, c'est Amélie au 5e. Ouais. J'avais un patient samedi et je pense que c'est le moment. Je veux bien que tu viennes quand même constater, mais... C'est le patient là, c'est ça? Ouais, exactement. Ça m'arrive très souvent de finir à 20h, 21h, des cas des patients qui vont pas bien ou des imprévus. Et donc c'est vrai que l'entraînement du soir peut facilement sauter dans ces conditions-là et pas celui du matin. Après, ce qui est plus difficile, c'est de trouver les congés pour partir en compétition, parce qu'en fait l'entraînement en tant que tel, finalement, on arrive toujours à s'arranger, on arrive toujours à trouver un moment pour s'entraîner. Ce qui est plus dur, c'est de réussir à poser des congés à des moments des fois qu'on peut pas forcément anticiper longtemps à l'avance, qui sont pas forcément arrangeants pour les collèges et qui sont en fait pas du tout flexibles. Les journées de compétition, c'est les journées où je dois prendre mes vacances et je peux pas dire ah bah non cette semaine, cette fois-ci je me décale de 2 jours et toi la prochaine fois. Donc comme les horaires sont très stricts, c'est vrai que c'est un peu compliqué plus à ce niveau-là. Jusqu'à présent, j'arrive à m'arranger avec mes collègues parce que j'ai des collègues qui sont très compréhensifs. J'ai l'impression que tout le monde a envie de m'aider et de me faciliter un peu les choses. Donc, dans tous mes stages que j'ai fait en tant qu'externe avant de choisir ma spécialité, j'ai fait un peu tout et j'ai adoré tout. Donc je m'étais dit en soi, j'ai fermé aucune porte, que ce soit la chirurgie, la psychiatrie, la médecine, tout me plaisait. J'avais quand même un petit faible pour la neurologie et ça c'est vraiment parce que il y avait le côté très sémiologique qui faisait un peu enquête, très clinique en fait, où auprès du patient, selon ce qu'il va te dire, l'interrogatoire, selon l'examen clinique que tu vas faire, tu vas pouvoir essayer de raisonner et d'essayer de deviner c'est quoi sa pathologie. Il y a vraiment ce côté un peu enquête que j'aimais beaucoup. Qui va aussi avec mon passé très mathématique, où j'adorais l'arithmétique et les maths et j'ai toujours adoré ça. J'aime bien la neurologie parce qu'en effet c'est carré en fait. S'il y a un problème de tel ou tel membre qui marche moins par exemple, c'est toujours la même lésion au niveau du cerveau. Enfin, il y a ce côté très logique que j'aime beaucoup. Ils peuvent mesurer la vitesse de déplacement des protons. Et du coup, ils peuvent voir les flux, donc tous les flux qui vont rapidement. Comme les artères, on peut les voir. Dans le JJB, c'est pas la même chose, mais il y a un peu cette même analyse en fait du partenaire, comme on pourrait analyser le patient, où en fait, en fonction de son jeu, de ce qu'il va faire, on va voir où sont ses failles, voir où sont nos risques aussi, et en fait, on va adapter notre jeu par rapport à ça. Donc, par exemple, je sais si elle vient, si je suis en spider et qu'elle vient gripper mon pantalon, je sais qu'il faut surtout pas que j'enlève ma lasso, sinon elle va pouvoir m'attaquer. Et inversement, moi, j'aime bien aller donner ma jambe pour que ma partenaire elle vienne la gripper pour que moi je puisse après, ça me permette de me donner de prendre sa main et d'avoir un bon grip sans prendre trop de risques. Et en fait, tout va être analyser ce que fait le partenaire, trouver là où il est fort et on va éviter d'aller par là. Là où il est faible, on va essayer de rentrer dans ces choses-là. On va essayer de lire quelles attaques il veut nous faire, on peut lui faire des pièges. C'est vraiment une histoire d'analyse et de s'adapter au partenaire en fonction de ce qu'on analyse de lui. C'est une acharnée du travail en vérité, 2 doctorats en même temps, des compètes, 3 entraînements par jour, elle a un rythme de vie, de travail hyper élevé et je sais pas où est-ce qu'elle va chercher tout ça, mais en tout cas ça lui réussit. Non, moi il n'y a jamais de repos. Je suis pas réputée pour écouter beaucoup mon corps, notamment le repos. Quand j'ai mal partout, quand je suis blessée, je suis pas du tout du style à m'arrêter et à me reposer. Après, j'ai appris surtout à reconnaître différentes douleurs, différentes blessures, me dire si ça va être plutôt grave, plutôt pas grave. C'est un peu de la médecine de tiroir. C'est vrai que par contre, non, je pense que je connais pas, je l'écoute pas assez, je connais pas assez les limites. Je suis malade, j'ai pas d'énergie, je peux pas m'entraîner, je peux rien faire. J'aimerais, mais j'arrive pas. Trop frustrant. Je me plains. Je me plains depuis 1 heure et il m'en encore 3 heures. Peut-être demain encore. Elle est médecin, elle sait très bien que le manque de sommeil, le manque de repos sur le long terme, c'est mauvais. Mais je pense que dans le sport, on a un peu la pression. Et plus on vieillit, surtout quand on a plus de 30 ans, on commence à vieillir et on voit que les champions du monde, ils ont 22 ans. Je pense qu'elle sait où elle pense.
que c'est ces années où elle est la plus forte et la plus en forme physiquement. Je pense qu'elle essaie d'en profiter à fond, quitte à sacrifier des conséquences sur le long terme. Pour elle, je pense que c'est plus important de faire le jiu-jitsu à fond maintenant, parce qu'elle pense que plus tard, elle ne pourra pas le faire à ce niveau-là, elle ne pourra pas avoir autant de résultats en compétition. Donc je pense qu'elle en a très bien conscience, mais le sport, surtout le sport de haut niveau, c'est comme ça. J'ai un peu la mentalité du no excuse, peu importe qu'on ait mal, qu'on soit malade, si je peux, je dois, ça clairement. Que ce soit en termes de corps ou en termes d'emploi du temps. Typiquement, s'il y a 10 entraînements dans la journée, si j'ai la capacité en termes d'emploi du temps de faire les 10 entraînements, je les fais. Et mon corps, il suit ou il suit pas, mais j'y vais quoi. Un truc que j'ai toujours eu, ouais. C'est pas du perfectionnisme, c'est vraiment de se mettre à 100%, un peu obsessionnel, de faire ça sans limite en fait. J'arrive pas à réguler, à me dire il y a un juste milieu. Toute la gestion d'écouter le corps et de le respecter, c'est toujours trouver la juste milieu entre faire un peu d'entraînement mais lui laisser du repos. Et ça, j'en suis incapable. Tant que je peux, je fais. Il y a des douleurs, enfin des blessures qui sont plus difficiles. C'est surtout physiquement, on a toujours des blessures. On a toujours, tous les gens qui tournent, je pense, ont toujours mal quelque part. Celles qui sont gênantes en permanence, mais qu'on arrive à faire avec, les blessures aux doigts, les blessures au dos. Il y en a qui sont plus évidentes, en effet, c'est par exemple le genou. Moi, en fait, celles qui me font peur en termes de douleur et de blessures, c'est celles où potentiellement ça peut nous empêcher de nous entraîner et nous obliger à nous faire opérer. Medic. Après, en effet, j'adapte. Quand je sens que la personne est un peu violente, qu'elle contrôle pas ce qu'elle fait, je vais éviter de me mettre dans des positions, en effet, où je me dis que si là, il m'écrase, ça peut péter. Sinon, non, j'ai pas eu tout adapté. Enfin, pour le coup, mon jeu, il est pas du tout adapté à ça. Après, tout ce qui est au niveau du genou, là, vu que j'ai très peur pour mes ménisques du côté de mon genou blessé, j'ai beaucoup adapté, où justement, j'essaie de faire en sorte de plus le mettre en tension, de plus le mettre en pression. Dès qu'on prend une de la riva de ce côté-là, je vais essayer de mettre ma main pour bloquer ou pour empêcher le risque de blessure. Je sais pas si c'est efficace, hein. Mais psychologiquement, en tout cas, je me dis que je le protège un peu comme ça. Moi, ce qui me fait beaucoup douter, alors, en effet, il y a des filles qui sont plus costauds que moi, qui sont plus fortes, qui ont plus de puissance. Et ça, je me dis que j'ai moins de puissance pour l'instant et que je pourrais tout à fait en avoir autant qu'elle. Donc ça, j'essaie de le travailler d'ailleurs. C'est pour ça que je fais de la prépa. Mais je doute pas que je pourrais en avoir autant qu'elle si je suis au même poids ou à la même catégorie. Après, c'est plus dans l'agressivité et l'explosivité. Je sais que j'en ai très peu et que j'ai un jeu très lent. Et ça, je suis en train de me rendre compte qu'en effet, j'arrive à le travailler, peut-être à l'améliorer un peu. Donc peut-être que c'est pas si définitif que ça. Mais c'est pas vraiment, pour moi, c'est pas mon corps qui pose problème là-dedans. C'est vraiment juste ma mentalité et le fait que je sois très posée, pas chill, mais très dans la réflexion et je réfléchis d'abord, j'agis après, fait que j'ai un jeu très lent. Et puis le dernier truc aussi par rapport à, entre guillemets, aux limites de mon corps, c'est plus la limite de l'âge, où en effet je me sens vieille par rapport à beaucoup de filles et je me dis qu'elles sont plus jeunes. Après, je pense que ça va pas forcément me limiter dans les compétitions. Ça peut me limiter dans le sens où j'ai moins de temps derrière moi. Enfin, j'ai eu moins de temps de JJB parce que j'ai commencé très tard et j'ai moins de temps devant moi pour progresser parce que je suis déjà vieille et je suis peut-être plus fragile à certaines blessures, donc peut-être que je devrais m'arrêter plus qu'elle. Enfin, peut-être que je me blesserai avant qu'elle ne se blesse. Mais en tout cas, à l'heure actuelle où je suis pas blessée et que j'ai un compte en compète, je pense pas que mon corps de 32 ans soit moins bien ou moins performant ou ait plus de limites que le leur. Je pense qu'il est inarrêtable. Ouais, le cutting, faut en parler, je pense, parce qu'en effet, ça fait partie de tous les sports de combat, enfin de tous les sports à catégorie de poids. Donc j'ai fait pas mal de cutting, je pense que je serais malheureusement encore amenée à en faire, j'espère moins fort que ceux que j'ai déjà fait, notamment du dernier que j'ai fait. Le pire que j'ai fait, je pense que c'était le dernier que j'ai fait là, à Abu Dhabi pour le Grand Slam, où j'ai dû perdre, je pense, 9 kilos en 48 heures, et notamment 7 sur les dernières 24 heures. En plus, c'était en effet très dur pour un poids qui est autour de 60 kilos, ça fait beaucoup.
fait transpirer. Donc en général, je commence par faire du sport avec la tenue de sudation, la crème de sudation. Et quand je suis plus apte à transpirer, à faire du sport parce que je suis trop faible, à ce moment-là, je vais finir de perdre l'eau en faisant des saunas ou des bains chauds. Et si j'ai vraiment beaucoup à perdre, comme la dernière fois, par exemple, j'avais commencé par le sauna et quand je pouvais plus avec le sauna, j'avais alterné avec le bain chaud. Voilà, je recommande clairement pas, je sais que c'est dangereux. Je suis vraiment pas bien. En fait, il y a la plupart des cuttings, quand j'essaye de marcher après pour aller à la pesée ou juste marcher dans la rue, je fais des malaises vagos, donc je sens que je commence à avoir la vision qui se trouble, j'entends plus rien. Donc déjà quand je l'ai fait, j'essaie d'être accompagnée pour pas que ça m'arrive quand je suis toute seule. Souvent je surveille avec je me fais toujours une petite prise de sang après pour vérifier que mes reins arrivent à reprendre. Et d'ailleurs souvent je vois qu'après quand je fais la prise de sang, les reins ils ont souffert avec la créate qui est très élevée et puis progressivement ça finit par se normaliser. Donc j'en ai fait des assez élevés. En effet je suis pas sûre que ce soit nécessaire honnêtement. Là en l'occurrence moi le dernier que j'avais fait c'est parce que j'ai commencé la saison dans cette catégorie-là, il fallait que je la finisse dans cette catégorie-là. En fait, ce dernier cutting que j'ai fait où je devais le faire pour finir la saison dans la même poids, il m'a particulièrement marqué parce que j'ai voulu abandonner, j'ai failli abandonner et je pense que c'est le seul cutting où j'ai vraiment failli abandonner. J'ai eu ce désir d'abandon parce que c'était trop dur. J'ai décidé de reprendre un suivi parce que j'avais déjà eu par le passé un suivi avec un nutritionniste. Donc là, on est plus, c'est le tout début, hein, c'est tout récent, donc on est plus en train d'essayer d'équilibrer mon poids sans objectif vraiment de cutting. C'est pour ça que je combats dans les catés du dessus. Après, selon comment mon poids évolue, je verrai si je m'oriente vers des petits cuttings, des petites pertes de poids ou pas, ou plutôt vers une prise de masse. Je vais voir avec les nouvelles compétitions à venir comment je m'oriente. Je pense que j'ai beaucoup de résilience et j'accepte le sacrifice très facilement et je peux me consacrer à quelque chose très facilement à 100% et ne pas avoir de vie à côté parce qu'en fait là actuellement j'ai pas de vie à côté et je le vis. Je sais pas si je le vis bien, mais je le vis. Je le supporte en tout cas. Donc je pense qu'en effet, tout le monde n'est peut-être pas apte à faire ça. Je ne pense pas être câblée différemment, mais on le saura peut-être si on fait une IRM fonctionnelle un de ces jours. Mais non, je pense pas être câblée différemment. Je pense que je suis comme tout le monde et que tout le monde pourrait être comme moi et tout le monde pourrait se mettre à 100%. C'est juste qu'ils n'ont pas envie, mais s'ils le voulaient, je pense qu'ils pourraient. Beaucoup de compétitions. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais beaucoup de rituels, surtout quand j'étais ceinture blanche. Comment m'habiller, j'essayais d'avoir un peu d'avoir toujours les mêmes tenues, le même échauffement. J'avais un peu un échauffement type, toujours la même playlist que j'écoutais. Et en fait, au fur et à mesure des compétitions, je pense que j'ai plus de rituels ou alors ils sont peut-être tellement internalisé que je me rends plus compte. Mon échauffement c'est pareil, je l'ai tellement fait et refait que pour moi c'est plus vraiment un rituel parce que j'y pense plus, mais en fait je me rends compte que c'est un peu toujours la même chose. Au début je m'étire beaucoup, après j'essaie de courir un peu pour me réveiller, après je me repose un petit peu, je refais un peu des mouvements pour jouer un peu sur toutes mes articulations et puis après je remonte un peu le cardio. C'est un peu toujours le même schéma d'échauffement avec toujours le pré-workout qui est pris à la dernière partie de l'échauffement. Je me dis pas faut que je fasse tel exercice, c'est un peu au feeling selon ce que j'ai envie, selon les gens qui sont avec moi. S'il y a des gens pour m'échauffer, j'aime bien juste tourner avec eux, en général ça remplace l'échauffement. Donc il n'y a pas vraiment de rituel, en fait je m'adapte beaucoup selon là où je suis. Il y a plein de compétitions aussi où il n'y a pas d'air d'échauffement, en fait ça m'affecte pas du tout, je m'en fiche, bon je m'échauffe pas, hein, c'est pas grave. Je suis assez malléable là-dessus et pareil maintenant aussi sur les playlists, ce genre de choses par exemple, des fois j'écoute de la musique, des fois j'écoute pas, des fois je discute avec les gens, ça m'arrive de discuter avec des personnes jusqu'à ce qu'on m'appelle pour le combat en fait et de pas du tout m'être mis dans le mood et ça m'empêche pas de performer ou à l'inverse des fois je m'échauffe bien et je suis bien focus et je performe pas. Donc, au moment où on m'a appelé, on commence à m'amener près du tatami. Là, je répète dans ma tête. Ça, c'est ce que je dis toujours aux filles, qu'il faut qu'elles aient internalisé le tout début du combat, au moment où l'arbitre dit combattre, au moment où tu vas taper dans la main de la partenaire, tu vas commencer à prendre tes grippes. Juste avant de monter sur le tatami, j'essaie de visualiser mon début du combat, pas la fin, pas forcément ce qui va se passer après, mais vraiment le début du combat. C'est peut-être le seul moment de ma pré-compétition, enfin de l'échauffement où je suis vraiment focus. C'est ce moment où on commence à me dire, à mettre à côté du tatami, où il y a le combat qui est en train de se finir, où là vraiment j'essaie de visualiser, je suis focus sur ce qui va se passer. Souvent à ce moment-là, j'écoute plus la musique, même si je l'emmène avec moi, je l'enlève parce que j'ai vraiment besoin de me mettre en mode combat. Et souvent, en même temps que je pense à ça, j'essaie de faire des petits étirements. Alors soit je sautille, soit je fais des petits jumpy jacks selon l'état dans lequel je suis, si je suis très fatiguée ou pas. Si je suis pas fatiguée, je suis bien, j'essaie plus de m'étirer un peu, sinon j'essaie de sautiller pour me stimuler. Mais c'est peut-être le seul moment où en effet je suis vraiment focus. Même avant de combattre, moi mes premières compètes, j'étais hyper étonnée, je la regardais et je me disais là faut qu'elle se réveille, elle va passer à côté et tout. Et en fait
pas... Enfin, elle est dedans, c'est juste qu'elle est tellement focus, je pense, et elle garde tellement son énergie qu'elle a l'air complètement endormie. Au début, quand elle check la personne, elle fait un petit sourire, mais où elle a l'air trop gentille, mais vraiment avec la tête comme ça sur le côté. Et là, tu te dis, oh là là, elle va lui mettre trop cher. Et souvent, c'est pas ce qui arrive en fait, parce que ça veut dire qu'elle est vraiment bien et qu'elle est dans sa compète. Je trouve ça impressionnant parce qu'avant une compète, en tout cas d'un œil extérieur, elle est super calme. On n'a pas l'impression qu'elle stresse, limite un peu nonchalante. Et enfin, elle y va et enfin, elle n'a pas froid aux yeux, quoi. Donc c'est très agréable d'aller en compète avec elle puisqu'il n'y a pas de tension, de stress ou autre. Et quand on la voit entrer sur le tatami, on est toutes derrière elle. Du coup, parce que quand on part, c'est souvent avec les filles. Et non, franchement, c'est hyper émouvant. En plus, ça motive du coup à nous aussi faire des compètes. Elle est hyper inspirante en compétition, Lina. Pendant les combats, je pense que j'ai peut-être une espèce de dissociation où pour le coup, tout ce qui est autour de moi n'existe plus. Donc ça, j'avais particulièrement vu à la DXC où en effet, il y avait quand même pas mal de public. C'était la première fois que je faisais un combat comme ça, ce style de super fight. Et bon, pour moi, c'était comme si j'étais à l'entraînement. En fait, tout ce qui est autour de moi n'existe plus. Je suis focalisée sur la fille qui est contre moi et sur mon combat. Et ça, c'est vraiment le tout début du combat. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment l'internaliser parce que le moment où on commence le combat, on tape dans la main, on n'est pas encore dans cet état-là. Mais à partir du moment où j'ai pris mes grippes, que je commence à avoir mes positions habituelles, là, je suis vraiment dans la routine. Le seul truc qui se passe dans ma tête, c'est que je me dis, je peux pas perdre. C'est juste pas possible de laisser passer un truc et des fois j'ai des petits relâchements où j'ai un peu de mal à me mettre dedans au début des combats. Continue, ça va passer, allez encore. Rentre pas dans la garde Tout de suite, tout de suite. Hey, tu te lèves tout de suite et tu Lina, c'est la guerre là, on y va. Lâche pas, Lina, lâche pas. Allez, on roule. Tombe maintenant, reviens. Non, Lina, putain. Écoute-moi, sinon ça va pas le faire là. Allez, bats-toi, Lina. Bats-toi, attends pas. Et j'ai toujours ce moment où je me dis mais non, mais en fait je peux pas perdre, faut absolument que j'arrive à retrouver le truc. Vas-y, là tu l'arrêtes. Allez, tire pas. Arrache le bras. Allez, bats-toi, arrache-le. Oui, encore une fois. Tire fort. Tire. En fait, si elle a décidé de prendre ton bras, tu peux résister autant que tu veux, mais à un moment, elle va l'avoir en fait. Je trouve que c'est ça, de la puissance, de la détermination. En fait, elle te fait céder. Il y a vraiment une histoire de volonté qui s'affronte et elle impose sa volonté. Elle sait vraiment où elle veut aller et c'est hyper impressionnant parce que tout est hyper bien organisé et ça se sent quand elle explique par exemple ce qu'elle fait ou qu'elle veut nous conseiller sur des techniques. On sent que tout est carré dans sa tête. She is very tight controlled and the technique is very accurate. She has the patience to nail the technique perfectly. Se battre dans la vie courante, en dehors du jiu-jitsu, pour moi, c'est pas du tout ce qu'on fait au jiu-jitsu. C'est pour ça que, en fait, pour moi, au JJB, oui, c'est pas se battre. Se battre dans la rue, il y a un côté hargneux, il y a un côté de haine et de non-bienveillance que j'ai pas du tout au JJB. Moi, quand je combats, même les filles que j'aime pas et que j'ai envie de battre en compétition, même si elles m'ont fait des crasses ou n'importe quoi, il y a toujours un respect. Jamais je vais vouloir les blesser. Je vais toujours faire attention à pas les blesser. Et en effet, c'est vraiment ce contrôle et le fait, voilà, pour moi, un combat réussi, c'est un combat dans le contrôle. Se battre dans la rue, c'est juste exprimer une haine et une agressivité que je n'ai pas parce que j'ai jamais eu d'agressivité en moi, je pense, de toute ma vie et j'en aurai probablement jamais. Je sais pas si j'ai déjà eu de la haine en moi, mais je ne pense pas non plus. Je pense que je suis pas capable de ressentir ces émotions, donc pour moi c'est très différent. Dans le cas du JJB, c'est contrôler la personne et lui mettre la pression. C'est vraiment le contrôle que je sens que tout ce qu'elle fait, je peux l'anticiper et le contrôler. C'est vraiment ça pour moi, actuellement en tout cas, la sensation du combat. Quand c'est vraiment ta strame, c'est vas-y, pas si, c'est quand t'es gardien.
Oh mon dieu. J'aime beaucoup sentir ce contrôle du partenaire, que ce soit à l'entraînement ou en compétition, sentir que je fais vraiment ce que je veux, qu'elle ne peut pas bouger, j'aime bien sentir ce contrôle et c'est peut-être un peu malsain, mais, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup dans le JB, on l'a pas forcément dans d'autres sports, comme dans la boxe, on va donner des coups quitte à mettre KO. On sent que la fille ou le mec, ils défendent, ils essayent de mettre leur frame, de recomposer la garde, mais je sais que petit à petit, je vais grappiller, je vais réussir à passer. Très lentement, mais dans un contrôle parfait. Et j'adore cette sensation de contrôle de l'autre, où je sens qu'il essaie de tout faire pour pas se laisser passer ou pour recomposer, mais que je sais qu'en fait il n'y arrivera pas parce qu'il n'y a pas le moindre centimètre libre pour lui. Et j'aime beaucoup ça, le sentir ou la sentir s'essouffler quand je mets la pression et quand j'ai le contrôle. J'aime encore plus quand c'est en compétition et qu'il y a les coachs derrière qui leur crient de sortir de là et d'essayer de recomposer. Pour moi, une bonne victoire, c'est une victoire avec une victoire écrasante, avec soumission, et où je sais que si je refaisais le combat contre la même fille, je suis sûre de regagner. Ou quasiment sûre, on peut toujours perdre contre quelqu'un qui est 1000 fois moins fort que nous, et si tu as une erreur, on peut perdre. Mais vraiment une victoire indéniable, pour moi, c'est une vraie victoire. Je vis mal, les défaites je les vis très mal, je rumine beaucoup, je ressasse beaucoup pendant des jours et des semaines. Souvent je pleure après les défaites, surtout quand les défaites où je suis pas contente de mes combats. Encore une défaite où j'ai vraiment bien combattu et je suis contente de mon combat, non, mais une défaite où je suis vraiment pas contente de moi. Ça m'arrive souvent de pleurer en phase initiale et puis après de ressasser. Je te fais encore un audio parce que je suis dehors. J'ai gagné le premier contre une meuf contre qui j'avais perdu au repêchage au World. Après j'ai eu Tamara, j'ai perdu un avantage sur le double pool assez élevé. Voilà. J'ai pris la Chine mais j'ai pas réussi à finaliser. Et après mon repêchage j'ai perdu, je me suis levée dans le triangle. Comme voilà, un combat vraiment nul. Mais bon je venais de combat, j'étais vraiment dead. Bref voilà. Mais après, ça fait aussi, je revois beaucoup les vidéos où j'ai perdu, j'essaie de vraiment tout analyser pour pas que ça se reproduise et donc je travaille beaucoup sur mes défaites. Il n'y a pas besoin de retrouver la motivation parce qu'en fait, dès que je perds, j'ai qu'une envie, c'est de recombattre tout de suite. J'ai une énorme frustration en moi et donc en fait, si je peux, je vais m'entraîner le jour même, j'ai envie de recombattre tout de suite. Je vais en général traquer les filles qui me battent pour essayer de les retrouver en compétition. Donc j'ai pas besoin de me remotiver, au contraire, ça me stimule. Pour moi, il n'y a pas beaucoup de différence entre le stress en compétition nationale et internationale. Je dirais même qu'il y a peut-être un tout petit peu plus de stress en national parce qu'en fait en national tout le monde s'attend à ce que je gagne, tout le monde me connaît. Typiquement quand je recombats des filles que j'ai déjà battues plusieurs fois, en fait j'ai plus de stress que contre une fille qui m'a déjà elle battue parce qu'en fait j'ai tout à perdre et elle a tout à gagner et inversement. Donc j'ai presque un peu plus peur de perdre, on va dire, dans les compétitions nationales que international parce que justement ça choquerait tout le monde si je perds alors que si je gagne tout le monde dira oui comme d'hab. À l'international en général vu que j'y vais souvent plus seule, que les gens ils me regardent mais de loin, en vrai je sais que si je suis à l'autre bout du monde il suffit que je mette pas, si je perds j'ai juste à pas mettre de story et personne s'en rendra compte. Donc il y a beaucoup moins de stress par rapport à ça. À l'international j'ai plus un espèce de pessimisme vis-à-vis des compétitions et je me dis je suis pas capable, je vais pas réussir, je vais perdre et des fois ça me bloque et ça me fait vraiment perdre à cause du mental qui se bloque. Pour moi le coach il est hyper important pour structurer mon développement du jeu, des techniques qu'il faut que j'apprenne. Alors déjà pour montrer juste des techniques mais ça après n'importe quel prof
peux le faire. C'est vrai que je différencie un peu les profs qui vont donner un cours, qui vont montrer une technique, que le coach vraiment qui va me suivre et qui va avoir un petit côté vraiment personnel et focus sur moi, que le coach en lui-même qui va me suivre et qui va en fait voir ce qui va pas dans mon jeu, essayer de faire une analyse fine de ce qui va pas, comment progresser, et plus que purement technique sur mon jeu, aussi voir m'aider à m'orienter quelle compétition il faudrait que je fasse, est-ce qu'il faut plutôt que je combatte en master, en adulte, est-ce qu'il faut plutôt que j'aille par exemple à Las Vegas pour les World Masters et BJF, ou est-ce qu'il faut plutôt que j'aille à Moscou faire le Grand Slam, ce genre de décision. C'est vrai que quand on commence dans le milieu, on sait pas, on se rend pas compte, et c'est bien d'avoir un coach qui est derrière pour nous guider un peu sur tout ça. Après, j'ai aussi un problème de confiance en moi, et j'ai besoin d'un peu d'avoir une validation externe un peu permanente que beaucoup n'ont pas, que j'ai l'impression que beaucoup d'hommes n'ont pas, mais que beaucoup plus de femmes ont. C'est vrai que moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui me dit oui, c'est bien ce que tu fais, il faut que tu continues à faire comme ça, ou qui m'apporte, qui me dise bah non, c'est pas bien, il faut plutôt faire ça ou ça, si besoin. Mais j'ai besoin d'avoir ce personnage qui va me dire là où il faut que je travaille et me pousser à travailler certaines choses et plutôt que d'autres. Quand j'ai commencé, j'étais toute seule, quasiment. Je pense que j'étais la seule fille, ou peut-être une fille par-ci par-là qui passait, mais à m'entraîner comme je m'entraînais, j'étais la seule fille au sein de plein de mecs. Et en plus, j'étais plutôt débutante, donc j'étais pas très forte. Et clairement, je me suis pas du tout sentie légitime. Et ça, en fait, jusqu'à très récemment, où je me suis pas du tout sentie légitime au sein d'un groupe de mecs, y compris si je gagnais plein de compétitions, je me suis toujours dit que oui, je gagne. Alors, je me le suis dit, mais c'est aussi un peu l'extérieur qui dit ça. Il y a des gens qui le disent clairement, ouvertement, que c'est plus facile pour les filles. Mais moi, je me suis toujours dit qu'en effet, si je gagnais les compétitions en France et à l'international, c'est parce que le niveau chez les femmes était moins élevé, qu'il y avait moins de femmes et que c'est pour ça que je gagnais. Actuellement, c'est peut-être moins le cas parce que j'ai gagné des choses plus importantes. Et puis surtout, maintenant, on est une grosse team de filles là où je m'entraîne avec moi. On est vraiment beaucoup. Et la question de la légitimité, elle se pose beaucoup moins parce qu'en fait, on est là. On va vraiment vers pas une mixité, mais on est quand même, c'est beaucoup plus égalitaire et je ressens beaucoup moins ça que je ressentais beaucoup au début. Maintenant, je le ressens plus en fait. C'est très différent entre un homme et une femme. Moi, je sais par exemple que j'ai une reconnaissance en France assez importante, mais liée aussi au fait comme il y a moins de filles, en effet, j'ai pu percer plus facilement. Et donc, quand on pense aux filles françaises qui font dans le JJB, on pense facilement à moi parce qu'on est moins nombreuses en fait. Donc forcément, il y a une reconnaissance qui est plus facile. Sur les compétitions, en fait, les gens, je vois par exemple à JP, les gens du staff, ils se souviennent beaucoup plus facilement de moi que des mecs, y compris ceux qui font autant de victoires que moi, parce qu'on est moins nombreuses et que forcément, je me démarque plus. J'ai aussi l'impression qu'à l'inverse, je suis moins reconnue pour mon niveau, en tout cas. J'ai l'impression que je suis plus reconnue parce que les gens ils se souviennent de moi, parce qu'en effet on est moins nombreuses. Mais en termes de niveau technique, par exemple, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de reconnaissance. Alors, il y a des séminaires. Enfin, moi, on me propose de faire des séminaires féminins pour des femmes. On me propose pas de faire un séminaire mixte. Alors que les hommes, on va pas leur proposer de faire un séminaire que hommes. Ils vont être pour les séminaires mixtes, on va plus prendre des hommes. Parce que j'ai l'impression qu'on considère qu'une femme, en effet, est moins forte. Y compris si elle est plus reconnue et plus connue tout court, en fait. Elle va être moins forte et moins technique. On va plutôt prendre des hommes pour ça. Et ça, on le ressent aussi dans les clubs où, en fait, quand on va tourner dans différents clubs, on a beau être une femme ceinture noire, les gens, ils vont moins venir vers nous, moins vous nous inviter à tourner parce qu'ils vont s'attendre à qu'on soit moins forte qu'un mec qui est parfois même moins gradé que nous et même moins technique. Il y a clairement des traitements qui sont différents parce qu'il y a des compétitions où il n'y a pas de catégorie féminine, où il n'y a pas de prime pour les femmes. Donc il y a quand même cette inégalité de traitement qui tend à diminuer mais qui existe toujours. Je pense pas que ce soit spécifique au JJB malheureusement. Je pense que c'est la société qui est comme ça. C'est vrai qu'au sein de ce groupe de filles, moi je me sens du coup légitime parce qu'en effet je suis une des têtes de série, on peut dire, je sais pas si on peut dire ça comme ça, des filles. Il y a Laura et moi qui sont, je pense, les plus gradées de notre groupe et les plus compétitrices et les plus performantes aussi dans les randonnées. Et donc je me sens comme si je chapeautais un peu ce groupe. Donc en effet pour moi, pour les filles, j'ai l'impression d'être un peu un modèle peut-être, de leur apporter de la technique, de les encadrer. Son charme en tant que coach, c'est que elle pousse toujours dans les retranchements tout en étant en vrai bienveillante. C'est vraiment pour qu'on puisse progresser, alors avec son style, avec son caractère et sa personnalité. Mais j'ai trouvé ça très agréable de m'entraîner avec elle et je m'entraîne toujours avec elle d'ailleurs. Et elle est toujours
autant présente quand j'ai des questions. Elle est hyper généreuse dans ce qu'elle transmet sur le tatami, où elle va expliquer tous ses petits secrets. C'est vrai que Lina, elle a un rôle un peu central dans notre équipe féminine. Parce que déjà, elle fait beaucoup de compétitions, donc elle est assez moteur pour nous encourager à en faire. Et elle est passée par ce qu'on vit dans le JJB en tant que femme. Et donc, elle est vraiment de bons conseils. C'est quelqu'un avec qui on peut discuter, qui a souvent ressenti ce que ça pouvait être que de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir assez forte. Donc, elle comprend tout à fait ça. Et c'est intéressant parce que même en tant que coach, elle avait conscience de ça, en tout cas, quand elle nous donnait des cours. C'est qu'elle peut être très dure. Dire, voilà, enfin, elle n'est pas dans la demi-mesure. C'est pas parce qu'on est des femmes qu'elle va nous dire, ah bah oui, c'est bien, c'est déjà super. Non, elle était vraiment très exigeante avec nous. Et donc, elle va par exemple dire ce mouvement il n'est pas parfaitement fait parce qu'elle a conscience que si on veut faire de la compétition et performer dans ce sport ou vraiment nous y épanouir, en fait il va falloir que les mouvements ils soient parfaitement réalisés. Donc elle a cette exigence là et en même temps elle a aussi le côté où voilà, elle sait très bien ce que c'est que d'être une femme dans un sport majoritairement masculin et des difficultés qui peuvent aller avec. Lina is a quite natural teacher. She has a ability to explain well and in detail, but so that it's not overwhelming. En fait, on passe beaucoup de temps où on va d'un entraînement à l'autre, à la salle de gym. C'est quelqu'un d'assez énigmatique, Lina, au sens où elle a une image dans le JJB qui est très focus, très déterminée, très concentrée. Et en dehors, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de curiosité, de centre d'intérêt, qui n'a pas toujours le temps de les vivre à fond, mais qui est intéressée par ce que les gens vont lui apporter. C'est quelqu'un de curieux. Elle n'est pas du tout renfermée à parler que du JJB. C'est vraiment, je trouve qu'elle a une joie de vivre qui est assez belle, mais qu'elle garde précieusement. C'est-à-dire qu'elle ne la livre pas à tout le monde tout le temps. Et je trouve que quand on a assez d'intimité pour voir ça chez elle, c'est chouette. So we spend time outside of the jiu-jitsu too, often drinking coffee, eating, and just chilling. Well, obviously we talk about jiu-jitsu too, so it's always there, but other things too. I think it's good to be friends outside the mat too. On se prend toujours un temps après pour pouvoir aller prendre un café. C'est bien, ça permet de resserrer les liens aussi en dehors du tatami. Parce qu'en vrai, on n'est pas juste coéquipières, on est aussi copines. Lina, c'est quelqu'un de super intéressant. Moi, ça m'a intéressé qu'elle fasse de la médecine, qu'elle fasse une thèse. Et elle se présente un peu bizarrement, elle parle pas, etc. Je pense qu'il y a un côté où elle n'est pas très sociable. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent prendre ça personnellement et se dire elle n'est pas venue me dire bonjour en souriant ou je sais pas quoi. Ça veut dire qu'elle m'aime pas ou elle fait la gueule, alors que juste elle a du mal à aller vers les autres. C'est pas du tout représentatif d'elle, elle est assez introvertie. Elle est très sympa si on fait l'effort de la connaître. Je pense qu'il y a des gens comme ça, il faut juste faire l'effort de les découvrir. Et quand on découvre Lina, on apprend qu'elle est très humble. Elle se remet beaucoup en question, que ce soit dans la vie ou dans le Jiu-Jitsu, elle se remet toujours en question. Ça m'a apporté un cadre, on va dire, peut-être plus. Surtout moi qui ai du mal à prendre des décisions et qui aime bien avoir tout qui rentre très carré, qui rentre dans des cases. Mais en fait, le jiu-jitsu, ça m'a permis de mettre des cases sur tous mes objectifs et sur tout définir. Actuellement, c'est un peu le sens de ma vie. En fait, c'est ma vie à part entière parce que je vis jiu-jitsu, comme tout le monde dit, c'est un peu le lifestyle. Et c'est pour ça que j'ai du mal à imaginer ma vie sans le jiu-jitsu parce que je pense au jiu-jitsu toute ma vie et toute ma vie est organisée autour de ça. Et notamment, ça m'a un peu apporté tous les objectifs de vie. Par exemple, quand plus jeune, j'étais en train de me dire j'ai pas le bon poids, faut que je maigrisse. La vision de mon corps et l'aspect de mon corps me plaisait pas, mais je savais pas trop ce que je voulais en fait. Maintenant c'est facile, tout ce qui est physique et mes objectifs physiques de poids et de forme physique sont le jiu-jitsu, donc sont ma catégorie de poids. Tout est réglé par rapport au jiu-jitsu, y compris mes vacances aussi, parce qu'en fait tous mes déplacements et tous mes congés, tout est axé sur le jiu-jitsu. Je vais pas voyager sans compétition. Même mes relations, toutes mes relations amicales tournent autour du jiu-jitsu. Et donc en fait c'est vraiment ma vie actuellement, c'est le jiu-jitsu. Avant le jiu-jitsu, j'avais mon boulot et toute ma vie était centrée sur mon boulot et mes objectifs professionnels. Je pense que je suis une personnalité où j'ai besoin d'avoir un truc un peu cadré. Il faut que je suive une seule ligne et je peux pas avoir différents trucs dans ma vie. Donc actuellement, c'est vraiment le jiu-jitsu qui cadre et qui structure tous mes objectifs. Je sais pas si on enlevait le jiu-jitsu que je ferais de ma vie. Alors peut-être que je me replongerais dans le boulot parce que c'est vrai que j'adore mon boulot, donc j'adore mon travail à l'hôpital. Peut-être qu'en effet, j'arriverai à me reconsacrer
à ça comme je l'ai fait par le passé. Je sais pas si je trouverai un autre sport. J'ai beaucoup couru, j'aimais beaucoup courir, donc je reprendrai sûrement la course, je ferai probablement du crossfit ou un truc comme ça, mais je pense que jamais j'éprouverai cette passion que j'ai pour le jiu-jitsu. Qu'on se souvienne pas de moi, ça me dérange pas du tout. Je m'en fiche de laisser mon nom, de laisser ma marque. C'est clairement pas du tout dans mes préoccupations. J'ai plus envie d'inspirer les gens dans le jiu-jitsu, que les gens ils se rendent compte qu'en effet, j'ai commencé à 28 ans. J'ai réussi à aller haut niveau en ayant commencé le jiu-jitsu à 28 ans, à combattre des filles qui en font depuis plus de 15 ans alors que ça fait 4 ans que j'en fais, et qu'à côté de ça, voilà, j'ai mon âge, j'ai mon métier, j'ai peu d'années de pratique, et malgré tout, j'ai réussi à faire ça relativement bien, je pense, à performer. Et j'ai plus envie de laisser cet impact dans mon entourage, que c'est possible de performer dans le jiu-jitsu ou même dans autre chose dans la vie en fait, et qu'il faut jamais se dire c'est trop tard, j'y arriverai jamais, j'ai raté mon truc. Il faut juste se dire si j'ai envie de le faire, je le fais, et c'est possible que ça marche en fait. Mais spécifiquement dans le JJB, j'ai pas spécialement envie de laisser ma marque. Franchement, si je la laisse, ok, si je la laisse pas. Je serais beaucoup plus triste de devoir arrêter le jiu-jitsu, ma pratique personnelle de jiu-jitsu, que personne ne se souvienne de moi. Elle était dans ma caté, on était la même ceinture, le même poids, et on se retrouvait tout le temps en compétition. Et du coup, moi j'ai jamais gagné en compétition contre elle, mais ça m'a poussée à m'entraîner plus et plus dur, parce que je me disais, il y a Lina Grosset, il faut que je batte Lina Grosset. Et en fait, ça m'a poussée à m'entraîner plus dur, parce qu'il y avait toujours Lina dans ma caté. Et je pense que je suis pas la seule en France à avoir changé mon mode d'entraînement, parce qu'il y avait Lina Grosset dans ma caté en compétition. Donc elle m'a vraiment poussée involontairement, elle savait pas, elle vivait sa vie, et moi je me disais il faut que je batte Lina Grosset. Mais j'ai quand même continué à m'entraîner avec elle, on tourne souvent ensemble, et elle me fait progresser, elle m'a fait progresser, que ce soit en compétition ou juste en randonnée. C'est quelque chose que je chéris. Le fait qu'il y ait eu Lina qui soit apparue dans le jiu-jitsu brésilien en France et qu'elle nous ait toutes poussées à nous entraîner plus dur pour la battre. Et on l'a jamais battue. J'ai des victoires nationales, mais je suis championne de France ceinture marron, je suis pas championne de France ceinture noire, donc déjà il faut ce titre. Et à l'international c'est pareil, en fait j'ai des titres, alors certes aussi en ceinture noire, mais j'ai pas gagné tous les championnats du monde, j'ai gagné les championnats du monde ceinture noire Master 1 AJP, mais c'est tout. Donc ce qui me pousse à continuer, c'est que j'ai pas tous les titres que je veux, et pour le moment je suis plutôt dans les défaites, en tout cas pour moi. Lina though for coming and competing in both divisions. Donc voir si je vais enfin me réveiller et avoir les victoires que je vise, donc voir un peu la suite. L'autre chose, c'est aussi sur le côté un peu le tournant de ma vie, c'est vrai qu'il y a la grosse balance médecine et JJB. Là, ces derniers temps, j'ai l'impression d'avoir mis plus le JJB en premier, en liste de mes priorités. Est-ce que ça va rester comme ça? Là, je vais changer de poste. Est-ce que j'arriverai à garder ce même équilibre? Comment je vais m'en sortir avec mon nouveau poste que je commence en novembre? Qu'est-ce que mon JB va devenir? Est-ce que je vais rebondir sur mes défaites? Est-ce que je vais réussir à garder le cap avec ce changement de boulot? Je commence à revivre un peu là, j'étais vraiment en PLS, c'était les pires cuttings. Je pense que du coup le docu est faux, le pire cutting n'était pas en mai, il était là. Mais ça va. And representing France, Grosset Lina, the second bronze medalist.